il y a d'une certaine manière, j'allais vous dire, il y a d'une certaine manière une frustration à attendre de mon intervention. Non pas parce qu'il manquera des éléments, mais parce que, étant donné la richesse du contenu, parce que la plupart des documents que je vais présenter ici et qui sont dans le livre à la sortie sont des documents uniques. Ils ont tous échappé à un massacre organisé de toute la documentation qui avait été élaborée par le Commodore pendant une dizaine d'années. Ce sont des documents rarissimes. D'une manière très très simple. J'avais une certaine rigueur dans ma manière de voir les problèmes, et donc je considérais que les documents de l'État appartenaient à l'État, ماشي تاعي. ولو كان أنا اللي نحطهم تحت الطبق تاعي ونطلع بهم الرئاسة كي يكون اجتماع، ومن بعد أنايا اللي نتقدم نهضر على الموضوع. مهما كان الموضوع كنت أنا اللي نتكلم عليه en tant que responsable de la plupart des équipes. Et qu'est-ce qui se passait? On travaillait tellement que le soir je rentrais chez moi avec les documents à la maison. Et les documents اللي كنت حطيتهم في الدار ونخرج الصباح بكري راقد نروح نخدم، كنت هذوك les documents يبقاو في الدار. هادو هما اللي يسلكوا. Parce qu'en 1976, il y a eu une entreprise méthodique. On a pris toute la documentation à la documentation du Commodore. Ils les ont mis dans des camions à benne. Des camions de travaux publics. Des camions Berlier GLK. كانوا رايحين يفرغوهم على السندي. حنا كنا ما كناش عارفين. شفنا دي جون ميليتير جاو رمدوا القش حطوهم dans les camions à benne وراحوا يفرغوهم dans un lieu. من بعد كي كملوا وكي شفناهم كيف يعملوا قلنا لهم لي دوكيمون تاعنا اللي في لي بيرو تاعنا ما تنسوهمش، حنا ننقلوهم في الكرارس تاعنا. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a sauvé les documents sur lesquels nous étions en train de travailler dans nos bureaux, et tout le reste s'est retrouvé. Ça a fait, vous savez, les fameux trucs qu'on vous donne quand vous êtes étudiant en architecture ou là, machin, étant donné une granulométrie d'un gravier, d'un sable, de n'importe quel matériau, calculer la pente que forme le tas. Eh bien, nous, on pourrait dire, on a appris à voir quelle est la pente que formait un tas de papier. Parce que, bien entendu, les dossiers comme etc., etc. Il y a eu une démarche méthodique, systématique, de destruction de la documentation des travaux élaborés au niveau du Commodore. Je vous dirai un peu plus tard qu'est-ce qui s'est sauvé. Donc, tous les documents, et ils ont un air un peu jauni sur les photos, parce qu'un a les détourne للدار كي خرجنا بعد الاجتماعات ماشي رفدتهم باسكو انا المسؤول الشاب نديهم في جيبي ونديهم. Non, ça c'est pas du tout passé comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont rarissimes. Et je vais vous montrer maintenant un document qui est unique. Et je ne vais pas vous le montrer en photo. Ah, oh. Le plan stratégique pour le développement d'Alger باللغة العربية 400 صفحة ولا 350 صفحة. كل التدابير التقنية واستراتيجية مكتوبة بالعربية. Et c'est un exemplaire unique. Pourquoi? Parce que هذا كان عندي في الدار. وكان عندي في الدار باسكو من المطبعة أنا ديت واحد معايا باش نوريه وبعد حطيته في الدار. Et celui-là, vous pouvez toujours chercher partout dans le monde, vous ne le trouverez pas. Et peut-être qu'en allant en Europe, vous trouverez une copie des documents qui sont à l'extérieur. Peut-être. Si les gens qui ont fait ce travail avec moi ne sont pas bons. C'est pour vous dire, ces documents-là sont très précieux et sont rarissimes. Pourtant, c'est là-dedans que se niche une autre frustration. À savoir que maintenant, si je dois vous exposer ce qui est sur les diapos, à savoir le travail d'élaboration du plan entre somme de techniques, d'approche pour aborder une ville, pour aborder un plan d'aménagement, pour l'écrire et le dessiner. C'est-à-dire écrire les dispositions stratégiques qui sont valables pendant toute la durée du plan, élaboré sur 25 ans, les dispositions techniques pour
toutes les actions qu'on va mener sur le court terme qui ne sont pas les mêmes, parce que dans le court terme, le poids de la ville existante est considérable dans les mesures qu'on prend. Et donc il faut rapporter chaque mesure prise pour le long terme, pour le court terme, que ce soit un permis ou l'agrément d'un investissement ou un couloir de passage pour une infrastructure importante. Dans tous les cas, vous faites ce qu'on appelle actuellement une étude d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire il y a toujours l'effet de feedback du fait de localiser un investissement, quelle que soit sa taille, et surtout quand il a une grande taille, dans la ville existante. Vous devez gérer la ville existante et lui faire parcourir le chemin qui va vous permettre, ayant apporté quelques solutions sur le moyen terme, d'avoir un tableau pour vous, qu'est-ce que je veux arriver à faire au moyen terme, et qu'est-ce que j'aurai comme ville résiduelle, qui va être d'ici le moyen terme, et ensuite la fameuse ville au long terme que nous voulons obtenir si nous appliquons de manière cohérente les dispositions stratégiques et les dispositions tactiques. Il y a donc, dans un document qui est fondamentalement stratégique, il y a un certain nombre de documents écrits qui disent quelle est la doctrine de base, ensuite qui dit quelles sont les grandes dispositions qui n'ont pas de visibilité spatiale. Par exemple, quand vous prenez une disposition du genre, on privilégie le transport en commun. Ou bien, si vous dites 70% des déplacements professionnels pour aller au travail et 80% des dispositions pour accéder aux équipements doivent se faire à pied. Et ainsi de suite. Ce sont des éléments qui sont structurants au total sur la ville, et surtout à l'échelle micro, à l'échelle de proximité. Mais ils n'ont pas de visibilité tant que vous n'êtes pas confronté à des cas concrets. Et les cas concrets vont se trouver extrêmement variables à l'intérieur de la ville, étant donné sa topographie, étant donné son passé. Est-ce que c'est une zone de lotissement, une zone qui était une zone d'atelier d'activité qui est devenue mixte parce qu'on y a mis du logement ouvrier, et puis ensuite qui s'est un peu dégradé, etc., etc. Vous imaginez le volume de réflexion qu'on est amené sur la manière de procéder sur le court terme. Est-ce que je donne ou non un permis? Est-ce que j'autorise oui ou non tel investissement? Et par contre, quelles sont les actions que je dois mener rapidement et en masse maintenant dans la ville existante pour lui permettre d'aller sur le chemin de cette ville idéale que je veux pour le long terme? Là-dessus, bien entendu, se greffe la question de la cartographie. C'est vrai, et je le déplore pour vous qui êtes dans cette salle et pour tous vos amis. À la limite, alhamdoulilah, ما رانيش نشوف. C'est-à-dire وليت شويه طرش شويه ضغص ما نشوفش ما نسمعش. Bref. Mais l'urbanisme, quand il est réduit à des questions de plan d'occupation du sol, à des cartographies couleurs de zoning, et que l'essentiel c'est quelle destination on donne à telle et telle parcelle, au point où pour favoriser des intérêts individuels, on supprime des possibilités d'école primaire. أنا كي نقرا الكوتيديان دوران كل صباح نصيب il n'y a ما كاش نهار وين ما نشوفش une protestation d'habitants de certaines cités, parce que même le terrain pour lesquels ils espéraient qu'on la domine, le football, on vient essayer de le leur prendre pour faire un investissement pour gagner de l'argent. Si ce genre de choses est devenu possible, c'est que d'abord parce que la sphère politique d'une manière générale et la sphère de gouvernance est devenue une sphère où la prédation a une place extrêmement importante et elle commande la manière de traiter le plan. Mais le plan lui-même, parce que le PUD et parce que le PDO, pour des raisons historiques, n'ont traité comme objectif qu'une cartographie de la ville, cartographie de constat, c'est vrai, dans la préparation des études, mais aussi une cartographie de ce qu'est la ville et de ce qu'elle devrait être. Et ce qu'elle devrait être se trouve résumé à une carte où finalement, sous une forme ou sous une autre, que ce soit sous le label zone urbaine existante, zone à réhabiliter, ou la zone d'extension urbaine, ou la zone future, ou la zone non édificante, de toute façon, le mot-clé est le foncier.
Depuis le départ, le PUD, qui était un instrument réglementaire en France, qui a été récupéré en Algérie, qui a été prorogé d'une certaine manière jusqu'aux années 80, et la première mouture des années 80 d'abord, 80-82, mais ça n'a pas eu lieu. Dans 89, il y a eu un travail sur le PDO, voilà, on lui a changé de nom, PDO et POTS, qui sont sortis donc en 90, et puis tous leurs avatars, toutes les circulaires d'application et tous les changements, n'ont pas changé la nature du plan d'urbanisme en Algérie des outils, qui sont restés des outils passifs, qui offrent à l'action des autres acteurs publics de l'industrie ou des travaux publics ou la CADA des superficies, des règles d'occupation de ces terrains, mais ne fournissent pas une manière d'agir sur les facteurs qui changent la vie, tout le temps. Et par conséquent, ne se sont jamais donné les moyens d'agir sur les modalités de l'extension urbaine, qu'elles soient contrôlées ou non, qu'elles soient illégales ou non. Et puis là, finalement, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand d'un côté on dénonce l'habitat informel et que de l'autre côté les localisations des grands groupements d'habitat, les nouveaux ghettos urbains actuels, violent le PDO. Ils sont la négation totale des PDO. Et donc, j'ai parlé de frustration. Il est clair, soit j'axe mon intervention, parce que normalement, l'intervention théorique, ce sont des documents techniques. Et chaque fois que je présenterai techniquement quelque chose, il y a 80% de non-dits, moi je ne vous dirai que 20%. Et tout ce que je dirai vous frustrera, parce qu'il aura l'air sommaire. Et je suis désolé. Moi je suis prêt, étant donné que j'adore les amis qui m'adorent, à revenir et à intervenir, à expliciter dans le détail. Mais ce sont des documents techniques. Ils demandent une présentation approfondie. Et je vais faire en 1 heure. Donc, je suis désolé pour vous. Vous pouvez toujours acheter le livre, c'est vrai. Mais je suis désolé pour vous que la présentation technique du travail du Comedor va engendrer forcément une frustration. Deuxième type de frustration. Si jamais je vous faisais cette présentation-là qui est frustrante, je vous frustrerai une seconde fois en ne vous parlant pas des arrière-plans qui expliquent et justifient à la fois pourquoi à l'époque on a fait ce type de travail et pourquoi il a été arrêté. Ça veut dire que je serais en contradiction totale avec mon approche sur les problématiques de la planification urbaine et de l'urbanisme. À savoir que si je reproche au PDO et au PUD d'être des outils passifs dans lesquels toutes les dispositions ne visent en définitive qu'à préparer les modalités d'occupation de surface foncière, en leur donnant sous le nom de la vocation ou de paramètres, de critères correspondants, qu'importe les sigles, de dire les modalités de leur utilisation, en théorie au moins. Ce sont des instruments passifs, je le dis. Et si moi, je ne vous décris pas les arrière-plans, donc si je n'axe pas mon travail non pas sur la présentation des documents du plan, mais sur les arrière-plans qui permettent de comprendre pourquoi on a fait ça et comme ça. Troisième frustration que je n'envisageais pas mais qui en ressort. Les notions d'unité de voisinage et de quartier et d'interquartier a pris naissance chez nous, dans ce travail. Elle a pris naissance dans un esprit, dans un certain état d'esprit. Mais malheureusement, étant donné la logique foncière qui dominait déjà dans les années 70 en Algérie, quand nous avons donné ce document-là, et que pour l'illustrer, et je vais vous donner un exemple, une petite explication. Quand je vous donne une carte qui représente unité de voisinage, voilà, une petite bande de logements isolés dans la verdure, des cheminements piétons pour aller vers les équipements de base, l'école primaire, le centre de santé, la garderie, etc., etc.
Et puis j'attaque le deuxième niveau, un groupement de 2-3 unités de voisinage, et ça nous donne déjà un quartier. Hop, et je monte à l'échelle au-dessus, qui est l'échelle des voiries, l'échelle des réseaux, mais aussi l'échelle des équipements. Je vais commencer à voir apparaître un CEM, je vais commencer à voir apparaître une polyclinique, etc. Le quartier, puis le groupement interquartier, et puis le grand centre urbain, et puis hop, le grand centre urbain, c'est-à-dire les centres commerciaux, ainsi de suite, et vous allez voir l'autre niveau d'infrastructure, la rocade traversière isolée de la circulation, la ligne de métro ou de transport de masse, le grand parc urbain, le cimetière, etc., etc. Quelque part, puisqu'il s'agit d'une ville et d'espace matériel, je vais les dessiner. Ces dessins, malheureusement, sont sortis. أنا نشفى كيما اليوم كي خرجت la carte qui était un dessin de principe. J'ai dit aux gens qui ont fait ce travail, là, malheureusement, étant donné le fonctionnement collégial un peu du Comédor, même si c'était l'autorité de la présidence et que la présidence tranchait, il y avait un truc collégial. On a donné la carte, malheureusement. Parce que maintenant, des unités de voisinage, unités de quartier, etc., dans un document que j'ai prêté, malheureusement, jamais je l'ai revu, c'est clair. Et c'est devenu ce que vous savez. N'importe quel amalgame de n'importe quoi, maintenant, ça n'a pas été de voisinage. Alors que la réflexion de base, et vous, si vous êtes architecte, vous allez retrouver tout ce que vous avez lu dans le passé. L'approche en matière d'isochronie, par exemple. À savoir que l'école primaire, quel que soit le lieu où on dit un enfant doit marcher 5-10 minutes pour arriver à l'école primaire. Il doit marcher, je ne sais pas, 10 minutes. C'est-à-dire que c'est toute une série de choses isochrones. Et vous savez très très bien que dans une ville, quand vous rapprochez toutes les courbes isochrones de 5 minutes ou de 10 minutes, etc., ça engendre un effet de structuration. Hein? C'est comme si on jetait un certain nombre de pierres dans une plaque d'eau, hein? Les cercles concentriques vont interférer et ça crée des champs et des lignes de force. C'était ça notre réflexion. La dynamique de la vie associée à, malheureusement, la rigidité du béton et la rigidité des espaces dès qu'on les a fixés en construisant dessus, en les plantant, en y mettant aux routes, etc. Eh bien, toute cette réflexion est partie. Elle est partie parce que la carte a fonctionné. Et que des gens qui privilégiaient une approche foncière se sont emparés des cartes, et c'est devenu ce que vous savez, les grands ghettos urbains, où on fait semblant de dessiner une école, mais on réalise effectivement 1000 logements. Mais l'école n'y est pas. Enfin, sans compter notre réflexion, à savoir que quand vous implantez déjà à 30 km, que devient le mouvement pendulaire, que devient l'immigration alternante, que devient votre réflexion sur les pôles générateurs de trafic et les espaces résidentiels, que devient votre réflexion sur la ville et le transport. Ils ont disparu. Puisque vous avez distribué dans des pôles de 1000 à droite et à gauche, et que votre réseau urbain, il va absolument dans l'autre sens. Le transport fuel ou la fuel. Vous voyez bien. Et je vais vous présenter, une fois que j'aurai fini de parler comme ça, je vais vous présenter effectivement parce que vous allez comprendre tout ce qu'on a vécu, d'une certaine manière, tout ce qu'on a tenté de faire, et tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, parce que notre réflexion sur ce qui est devenu unité de voisinage du quartier, une modalité de l'approche de l'urbain et de l'espace du vécu. Vous savez que nous en sommes arrivés à Nashferli à Kilium en 1976. J'ai failli obtenir un financement de l'UNESCO pour travailler sur la ville sur deux aspects. L'architecture de paysage et la question des skylines. À savoir que nous étions de dépasser la question de l'approche fonctionnelle de l'articulation entre le lieu de la résidence, les équipements publics d'accès, la proximité de l'emploi, car 40% de l'emploi doit être
dans le quartier, aux alentours du quartier. Le tout, pour permettre une vie quotidienne épanouie et pour réduire les migrations alternantes. Quitte, pendant qu'on travaille à l'échelle du 25 millième, 10 millième, qu'on trace les grands axes de transport de masse, avec un choix de privilégier le transport de masse par rapport au transport par véhicule privé, eh bien, de cette façon-là, puisque nous étions en train d'améliorer notre propre approche sur les recommandations à faire sur les conceptions des quartiers d'habitat, nous étions arrivés au fait de commencer à vouloir faire du beau. Dans les collines d'Alger, et c'est vrai, à Oran, tous les énormes murs qui vont du Mirdjadj vous imaginez une nappe d'habitation à flanc de colline, c'est extraordinaire. Nous sommes arrivés avec de l'habitat individuel groupé à des densités de 70 logements à l'hectare, c'est-à-dire absolument comme une zone de construction de R+5, R+10 en partie. Nous étions arrivés aux mêmes densités, mais chacun avait droit à un espace de proximité et chacun pouvait voir la mer et être à l'abri des pollutions. Et comme ça, pendant ce temps-là, les plaines étaient libérées de l'occupation urbaine. Nous étions arrivés à ça, et j'ai failli avoir le financement de l'UNESCO pour l'architecture de paysage. Et nous étions en train de travailler sur les skylines. Moi aussi, quand je regarde la ville, je dois pouvoir sa ligne de crête, je dois pouvoir voir le paysage de la baie d'Alger, qui est fabuleux. Vous voyez donc, je vous ramène en arrière. La réflexion sur la question de l'espace de proximité, ce qu'on a théorisé en unité de voisinage, qui est une série d'isochrones, centrés sur le logement. La gare de etc., etc. Même le père qui doit se déplacer pour le travail ne doit pas avoir plus de 20 minutes de transport. Cette réflexion qui a un effet de structurant sur le niveau micro de la ville et sur le niveau macro, c'est comme si j'avais une loi des fractales applicable à l'échelle 1 centième, 1 500e, 1 200e, au millième, au 500e dans la zone de proximité, et jusqu'au 10, 20 millième, 25 millième. Cette réflexion-là, elle est allée ensuite vers la question de la qualité. Elle est allée vers la question des grilles d'équipement. Là encore, il y a eu un truandage de masse. Vous voyez donc, je suis en train d'essayer d'enlever une part de la frustration que je vais vous annoncer au départ. À savoir que quand on travaille sur un plan, et dans ce plan-ci, l'idée de base fondamentale, en dehors de choses qui sont en train de devenir actuellement très modernes, nous avions 50 ans d'avance sur ça, une approche horizontale. Tous les acteurs publics sont associés à la réflexion. Même la Kainarba, la présidence. Tous les ministères étaient associés. Non seulement étaient associés en tant que comité aux démonstrations, mais quand nous avons fait un travail de réflexion sur les infrastructures, on a défini de grands couloirs d'infrastructures. Les grands couloirs d'infrastructures qui étaient liés forcément à des densités fortes de population et d'activité, c'est clair, bien entendu, étaient discutés. Il y avait une commission interministérielle. Cette commission interministérielle fera le patron de la Sonelgaz, par exemple, le directeur de la production électrique, celui qui travaille sur les lignes haute tension, qui travaillait jusqu'à l'échelle 30 000 volts, 10 000 volts, parce qu'à 10 000 volts, on passe à l'échelle locale. Le gars
postes et des télécommunications, le passage des câbles, les gens de l'eau, l'hydraulique, la sonade, et enfin tous les noms compris, les organes qui ont travaillé sur l'eau dans les villes, je ne sais pas, les travaux publics, bien entendu, tout le monde travaillait ensemble. Les couloirs d'infrastructure qui étaient des couloirs de servitude étaient désignés en commun. Et on a pu éviter des catastrophes. Quand les gens de la Sonelgaz vous disent que si vous pénétrez à Alger par l'Est, puisque c'est l'arrivée générale des grands couloirs de 150 000 vols à l'époque, depuis Dervinam, Djidjil, jusqu'aux différentes centrales, y compris la centrale de Ravin Blanc, Naya, qui était connectée donc avec Alger. Donc on avait deux types d'entrées, et en réalité au milieu où il y avait la plus forte demande d'électricité, il y avait une consommation, mais il n'y avait pas d'entrée d'énergie. Donc il y avait des baisses de tension. Eh bien, on a travaillé tous ensemble sur le fait de désigner en couronne autour de la ville et au centre de la ville. Au centre de la ville, quand vous rentrez maintenant à Alger en bord de mer, vous voyez deux turbines à gaz, deux énormes turbines à gaz de 120 MW chacune, qui injectent du courant à l'intérieur de la ville. Et en périphérie, il a à la place d'une seule arrivée en 220 000, en 150 000, 220 000, il y en a eu 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5 tout autour de la ville. L'autoroute que vous voyez, elle a pris naissance. L'autoroute, elle a pris naissance dans notre travail. La première, la rocade avec l'aéroport de Ben Aknoun. La première. Et ensuite, ça a été le reste. Par la sortie est d'Alger, Mchat el-Boudoua, elle est devenue l'autoroute est-ouest, et ainsi de suite. Tout ce travail fondamental, il m'a resté ça. Tout le schéma d'alimentation en eau d'Alger, à partir des différents barrages de Kabylie, du sud, le Boulouni ou la Nador, et ainsi de suite, les forages dans la Mitidja, et ainsi de suite, tout ce travail-là a été fait collectivement. Donc il y avait un travail collectif. Il y a eu ce travail collectif, y compris pour les problèmes du moment, puisque pendant que la confection du plan se faisait sur le long terme, et que par conséquent, de manière organisée entre tous les partenaires, on prenait les décisions qui préparaient ce long terme, mais on agissait sur le long terme dans le cadre des plans d'équipement, la localisation des grandes infrastructures, mais aussi, et j'ai un témoignage dans le livre, j'ai pu trouver deux témoins, l'un des Chiliens, Pinochet, j'ai son témoignage, j'ai un deuxième témoignage d'un architecte Hanafiya que j'ai vu ces jours-ci. À Alger, en 5 ans, on a réalisé environ 120 lycées et collèges. 10 fois plus que Madert France fait Qarn. 10 fois plus. Qui a permis d'avoir des lycées dans tous les quartiers d'Alger, alors que certains élèves faisaient 30 km pour aller au lycée. On a localisé en périphérie, en particulier dans les quartiers populaires, les bureaux de poste, les galeries algériennes. C'est extraordinaire. Donc il y avait un travail extraordinaire parce qu'il était porté par une approche politique, une volonté de développer l'Algérie d'une certaine manière. Il était porté aussi par une autre approche, c'est-à-dire il y avait une planification et il y avait une concertation, une coordination. Il y a des séquelles au niveau national. Le fameux PCD, le squelette du PCD, et ce qu'il en est resté, le PMU a disparu en route, plus ou moins. Si, de temps en temps, il y a un plan de modernisation urbaine. De temps en temps, il y a une séquelle de trop de maintenant. Il y a donc un grand nombre de choses positives qui sont restées, certaines qui ont été dévoyées de leur objectif au point d'aller dans le sens contraire, et il y a des choses totalement négatives, c'est-à-dire la destruction de toute la documentation, et aussi plus grave, la destruction de toute l'approche scientifique et académique sur la planification urbaine, qui fait que jusqu'à maintenant, on gère la ville comme étant une série de problèmes fonciers, on n'agit pas sur les facteurs qui transforment la ville. Et il n'y a pas d'action concertée sur ce qui précède, qui fait que chaque fois que vous décidez une chose, il faut en évaluer les impacts, et vous les évaluez ensemble. Une fois qu'on a évalué les impacts, on dit oui, telle localisation avec tel volume d'investissement, avec
tel nombre de places de parking. Tout ça se fait. Donc, bien sûr que je trace une image un peu idéale de la planification urbaine. Oui, pendant un petit moment, ça l'a été. Alhamdoulilah, je dois dire, on était tellement tous emballés dans l'effort de construction de l'Algérie que nous avons été un peu naïfs. Notre naïveté nous a permis de faire. Et vaut mieux cette naïveté méchamment punie que le désert apparemment ordonné qui a suivi. Si vous voyez maintenant que l'approche technique a tout le temps été au service d'une doctrine et d'une pensée, d'une manière de voir les choses, et que la ville a toujours été vue comme quelque chose de global, avec des interactions de tous les facteurs, et que toute action sur des éléments qui ont tel ou tel niveau, telle ou telle échelle grande, ou tel niveau bas d'échelle, mérite chacun d'être réfléchi, d'être pensé, manière de faire. L'isochronie et non pas le dessin géométrique de la distance et du métré, vous comprendrez comment finalement ce travail a engendré des nostalgies. Il y a beaucoup de gens qui à ce jour parlent du Comédore. Malheureusement, 90% des gens qui en parlent n'ont pas vu les documents que vous allez trouver dans le livre. Moi, je vous recommande de l'acheter, non pas parce que mais parce que l'accès à ces documents-là est rarissime. Maintenant, je vais vous les présenter maintenant que j'espère que vous les avez mis vous-même dans leur contexte. Donc, n'oubliez pas, je vous ai dit que la présentation technique sera quand même un peu frustrante parce que je ne pourrai pas trop m'étendre. Alors, il faut que je trouve les boutons. Voilà, donc la composition du comité, vous voyez, il y a toute une liste, donc c'est pas la peine que j'insiste, hein. C'était un comité, les missions du comité, définir en liaison avec, etc., etc. Donc la collaboration était un facteur de base de fonctionnement, de rechercher et centraliser l'information, etc., procéder, ordonner toute recherche, etc., de mener toute étude, de déterminer un ordre d'urgence, d'élaborer un programme de réalisation, de préciser les tâches de chacun, donc la division du travail entre tous les acteurs était décidée en commun, et de fixer les modalités d'exécution avec, etc., 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 etc. Donc il y avait un cadre organisé. Bon, les tâches du comité, concertation, de décision, etc., etc. Donc, et en attendant la préparation du plan, parce que la préparation des documents du plan et du plan officiel qui a demandé 2 ou 3 ans, pendant ce temps-là, il y avait une instance, une institution, le comité technique et le secrétariat technique, donc que moi je dirigeais à un moment, on va dire, faisait le travail sur le très court terme. Hein? Alors, avant ça, il avait été donné à l'Écothèque et au Beru un travail de réflexion sur Alger. Et les gens du Beru, dominés par les géographes, je dis dominés par les géographes pour que vous allez voir, hein, c'est un regard de géographe sur la ville. Hein. Donc la ville, telle qu'elle est, le grand machin marron, c'était ce qui était le cœur industriel d'Alger, on va dire. Le jaune, c'est, je suppose, l'habitat, et des autres grands axes de routiers qui sont restés jusqu'à maintenant d'ailleurs. Voilà, le schéma retenu par le plan bleu, qui a précédé le travail du Comédore, c'était une approche préliminaire. Alors, je vous signale, pour ceux qui voudraient travailler sur Alger à un moment ou à un autre, c'est qu'en réalité, une espèce de constance entre 1958 et 1970 se trace sur le plan d'Alger, à voir Alger de cette manière-là. Il y a une très grande convergence dans les études pour aller vers l'Est de cette manière-là et de faire ces boucles routières. Ça, c'est le document en langue française du plan. Je vous ai montré le document en arabe. Je crois que c'est le seul. Hein. Bon, on a préparé pour l'affichage les grandes tendances d'évolution d'Alger si il n'y avait pas d'intervention. Alors, il a été introduit
À l'époque, il y avait plusieurs mythes. Un mythe d'échelle africaine, où on était en train de dire l'évolution des grandes villes d'Afrique et d'Asie, elle est conditionnée par les énormes flots migratoires vers les villes à cause de la misère dans les campagnes, avec des taux de croissance urbaine de l'ordre de 6, 9, 10%. Et en particulier, l'énormité des bidonvilles. Lagos, Dakar, Casablanca. Et effectivement, en 1973, je suis allé à un séminaire au Maroc. On a à peu près 100 000 habitants de bidonville à Alger sur, on va dire, 900 000. Bon, on va dire 10-15%. Allez, 15%. Mais quand j'ai vu les chiffres de Casablanca, les présentations de Dakar, c'est 60%. Les gosses, 80%. Et donc, il y avait toute une littérature qui disait « Oh là là là, l'un des grands drames des pays du tiers-monde, c'est ça, c'est cette croissance effrénée des pôles urbains. » Comme Jilali Moukbila, Alger comportait 10 ou 15% de la population algérienne et 40% de son chiffre d'affaires. Oui, mais ce n'est pas vrai maintenant. Donc, remettre Alger dans son contexte, réduire son rythme de croissance et rééquilibrer la croissance vers sa région et en Algérie était l'un des objectifs majeurs. Donc, dessin d'une méthodologie, les principes, agir sur les facteurs qui engendrent des transformations de la ville, les contrôler, les orienter, planifier progressivement, procéder aux itérations, corrections à chaque phase, proposer en même temps une structure générale de l'agglomération. Donc, les dispositions stratégiques du plan, les méthodologies d'études, donc il y en avait en gros deux. Une de préparation de planification sur les axes à court terme, structuration spatiale, mais aussi grande décision à caractère sectoriel, et en même temps une approche sur les actions de court terme, menha la kasra. Donc, l'un des premiers éléments, c'est voilà où on est la région algéroise. Hein? Voilà qu'est-ce que c'était en gros. Alger, avec la baie Terreau, la baie Fokadnia Bachia de la grande baie qui est à votre gauche, c'est la baie qui arrive à Tipaza. Et ensuite, toute la bande colorée qu'il y a en dessous, c'est la bande qui est le long des montagnes de l'Atlas et qui se rejoint à l'est vers le fait que le tel est à tel bord de mer, Zimouri, etc., etc. Donc, il y avait une espèce d'état des lieux régional, même si l'objectif n'était pas de planification régionale, et pour ça, il a été envisagé plusieurs variantes d'occupation de l'espace régional pour mettre en contexte avec les choix qui allaient être faits sur Alger, puisqu'il fallait permettre quand même les articulations spatiales. Donc, le chapelet des villes en bas, c'est Blida, etc., etc. En même temps que l'étude d'organisation régionale, il y avait une étude d'un schéma de transport de masse correspondant. Ça, c'est la deuxième variante. C'est mettre le paquet sur les villes qui étaient en Piémont et laisser la Mitidja libre. L'autre, c'est en delà de Gand, comme on dit, c'est-à-dire le long des axes routiers existants. Hadia, c'est une mixte entre le renvoi vers le Piémont et le suivi des axes routiers. Hadia, c'est le fait d'avoir une ligne des villes du Piémont et non pas simplement des pôles à l'échelle du Piémont. Et ça, c'est le fait de focaliser, et c'est pratiquement la dernière, je crois, de focaliser sur 4 grands pôles urbains, de villes nouvelles en quelque sorte, par rapport à Alger. Et par conséquent, le plan d'Alger devait se faire en tenant compte de ce contexte-là. Et donc le schéma de transport qui est envisagé là, le schéma autoroutier et le schéma de transport, le voilà. Et voici la manière dont l'espace algérois de l'agglomération d'Alger serait occupé à l'angle de Nil
si nous ne réussissons pas à réduire sa dynamique. La première action, c'est agir sur les dynamiques qui font la croissance et l'extension urbaine. Le deuxième niveau d'action, c'est que si on ne réussit pas à réduire ces vitesses de croissance, voici de quelle manière la structuration de l'agglomération devrait se faire et les modalités d'occupation progressive de l'espace de l'agglomération. L'objectif n'est pas de présenter un plan de structuration de la ville à long terme, c'est de le présenter en préparant des outils intermédiaires de contrôle des dynamiques et aussi, pendant ce temps-là, d'avoir des outils de structuration de chaque espace que nous allons occuper. Voilà une légende. Et vous voyez que dans les légendes du plan, il y a les grands axes infrastructurels, parce que eux, on les fixe 20 ans à l'avance, on ne les touche plus. Ce sont des couloirs, ce ne sont pas des emprises. Ce sont des couloirs. Et à côté de ces couloirs, vous voyez, il y a quelques flèches, la manière d'accéder à ce couloir. Approximativement, vous le mettez là. C'est tout. C'est uniquement quand on arrive à la période considérée, au moment où on met en route l'infrastructure, qu'on regarde les manières de pénétrer sur ces infrastructures et qu'on aura réglé le problème des densités à l'intérieur des différents espaces. Et chaque espace est régi, voilà une légende, hein, il est régi soit par une définition d'emprise, soit une définition uniquement de prélocalisation. Et toutes les dispositions, quartier par quartier, vous avez sur la gauche le nom du quartier. Et vous avez sa caractérisation maintenant, ce qu'il doit devenir, et puis petit à petit, toutes les dispositions qui s'appliquent à lui sur le long terme et sur le court terme. Alors, qu'est-ce qui est dit? Ça, il faut le garder à l'esprit. Pour pouvoir contrôler l'évolution de la ville, pour savoir si on va urbaniser à tel endroit plutôt qu'à tel endroit, à tel moment, on peut changer de tactique. On peut avoir décidé d'aller plutôt par là. Et qu'en fait, dans le temps, la dynamique engendrée en localisant à tel endroit est trop forte parce qu'elle a ses effets sur les transports de masse et ainsi de suite. Hop, on peut corriger en allant plutôt vers une autre partie de l'agglomération. Eh bien, on met en place un instrument. Donc, je ne vais pas dire qu'on a inventé le SIG. Le SIG en tant qu'outil de gestion, pas simplement en tant qu'outil de reconnaissance de catalogage et de numération de l'agglomération et de ses composants. Il y avait une espèce de plan en arrière-plan dans lequel les masses de population et d'activité étaient désignées. Et les grands groupes d'interquartiers, en quelque sorte, étaient en même temps des aires de planification. Elles avaient des masses d'emplois, d'activités et de population, et elles rentraient en machine, en quelque sorte. Et il était toujours très possible à un moment, non seulement d'étudier les itérations, mais de pouvoir examiner les équilibres, et donc de décider à la phase suivante du plan les rééquilibrages en déplaçant. Voilà les masses. Vous voyez, chaque partie d'Alger est définie par des masses de population en rouge et d'activité en bleu. Voilà les cartes. Le principe de réflexion. Hein? Voilà, sur l'habitat, vous voyez la troisième carte vers le bas, par exemple, c'est les grandes zones d'activité industrielle. Regardez, mettez en imagination la troisième et quatrième carte, les grands couloirs d'infrastructure, métro, chemin de fer, monorail, tramway, n'importe quel transport de masse, mettez-le en rapport avec la distribution. Regardez les grandes colonnes d'activité. Donc on aurait les plus grandes masses de déplacement auraient été immédiatement canalisées vers les transports de masse. Et ça, c'est les phases d'extension possibles et probables de l'agglomération si on arrivait à la maîtriser. Donc c'est absolument pas un plan d'occupation du sol. Voilà. Et là, donc, 4 ou 5 dispositifs qui est là un plan sur 20 ans, tous les 4 ans on l'applique, on vérifie
au bout de 4 ans, les effets terreau, on revient en arrière, boucle itérative, on corrige, on définit la deuxième phase, on corrige la troisième phase, etc. Ensuite, la mise en œuvre, les cadres, les plans nationaux périodiques, les correctifs, planification sectorielle, planification urbaine. Chaque secteur devait voir les effets de son activité, le contrôle de l'urbanisation. Alors, je voudrais vous dire, si n'importe quel membre du gouvernement décidait d'implanter n'importe quelle activité à Alger, il demandait au Comedor, c'est-à-dire à nous, et c'était moi qui avais en main ça, parce que c'est un domaine où, bien entendu, les luttes d'influence sont très importantes, on faisait l'étude d'impact. On vérifiait d'abord si l'investissement n'était pas surdimensionné. Par exemple, à l'époque, le mètre carré de l'ordre de 120-150 dinars le mètre carré. Ça existe. Hein? En 1978, le coût moyen au mètre carré, c'était 600-900 dinars le mètre carré. Et bien, si un investissement à un ministère, 120-150 le mètre carré, pour des bureaux, pour des usines, etc. On avait un ordre de grandeur, des densités d'emploi à l'hectare ou au mètre carré, si c'est une industrie à haute intensité d'emploi, si c'est des hangars, etc. Mais ou là, par exemple, il nous propose des mètres carrés construits à 1000 dinars. On sait très bien que le monsieur, il se prépare des moquettes et des machins. Moi, j'ai vu un responsable public qui occupait un bâtiment de la période haussmannienne d'Alger, et puis qui a demandé innocemment d'ajouter un étage parce qu'il manquait de bureaux. Mais, Habil Adha, parce qu'il y a un R plus 4, ou la R plus 5, qui c'est d'un étage, et de la R plus 5, R plus 6, ça lui donne le droit d'installer un ascenseur. Aussi, Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un deuxième dossier dans lequel il demande un ascenseur. Franchement, bon, je dis franchement, nous aussi on était vigilants. Donc c'est clair que ce type-là, l'ascenseur, enfin, des ruses ridicules. Et des gens qui se préparaient à s'installer de la moquette, de marbre, etc. Eh bien, non. Non. Et à l'époque, quelle que soit la puissance des membres du Conseil de la Révolution, je peux vous donner des noms, pratiquement. Wallah al-Alim. Et j'ai le membre du Conseil de la Révolution. étoilé, hein, qui m'appelle le volcan. Il dit, il regarde le président du comité. Quel tel dossier? Oui, d'accord. Voilà ce que nous avons vu sur les documents. Voilà même ce que nous avons vu sur le terrain, parce que quand on a dit et la brigade que j'avais sous la main, c'était un gendarme, un technicien urbaniste, un chauffeur. Pour tout Alger. Alger, c'était un peu au rang Tardorka à l'époque. يكفي حبس يحبس. À ce moment-là, si le patron, ministre, membre du Conseil de la Révolution, il dit أنا يعيطوا لي نطلع على الخمسة قال أسي بونجل تكلمنا على الدوسي الفلاني نقول واش نقول. Et le président du comité, le membre du Conseil de la Révolution. Alors, eh oui, jamais, في 10 سنين خدمة, jamais ما قالوا لي مع الشيطان, jamais je n'ai reçu une instruction de donner quelque chose à quelqu'un. Mon intégrité personnelle, ou كنت قبيح في صغري, n'a jamais été touchée. Vous voyez l'atmosphère. وكان كي نقول له حاجه يقول الوزير واش رايك الوزير في الاجتماع يدور عند لي كولابوراتور تاعو ويقول لهم je vais consulter mes collaborateurs. On est loin de la période 80 وين قدامي الوزير اللي قافز
الوزير اللي عنده الرجله ودعوه يسب ويطيح لي ديريكتور جينيرو تاعو يبهدلهم en assemblée générale. Vous avez vu des échos dans la presse, le Wali en colère, le ministre en colère. Enfin bref, خلينا نزعل. Je le dis. Donc il y a une méthodologie générale. Le travail sur la Casbah, déjà à l'époque, regardez les densités d'occupation du logement. Malheureusement, on ne pourra pas les superposer ici, les conditions d'occupation des logements. Regardez la dégradation des qualités fonctionnelles. Hein? Regardez les modifications, c'est-à-dire dans une maison à patio, c'est une famille shadda un côté, c'est-à-dire une pièce. كي يكبروا ولادهم يقطعوها على زوج يديروا لها ولا ما دارولاش إزار يديروا صور à l'intérieur de la chambre. ساعات يغلق الطاقة تاعو ساعات في لا بارتي دو كورسيف كيلا يدير صور هكذايا باش يدير كوزينة. Enfin, c'était affreux. C'était affreux. Voilà les conditions d'hygiène. Et bien sûr, couleur foncée, ça vous devinez, c'était horrible. Les cas d'urgence à l'époque. Hein, maintenant, il faut presque dessiner cette carte à l'envers. J'avais fait un travail de réflexion. Si vous pouvez regarder très très vite, regardez comme les réseaux transversaux suivent en respectant une espèce de pente à 2%. Regardez comme ils suivent les courbes de niveau. Toute la Casbah est construite en collant au site. Hein? Et les axes fonctionnels, ceux qui lient les zones résidentielles aux zones d'activité, haram. C'est-à-dire que les axes dans le quartier traditionnel qui lie les zones à dominance de résidence aux zones à dominance d'activité sont en général perpendiculaires aux lignes de pente. Et les commerces se mettent sur ces axes-là. On dirait que c'est moi qui l'ai dessiné pour me faire plaisir à moi-même. C'est fantastique. Ah, j'ai trouvé le même dispositif. Dans le bas de Ghardaya, vous avez vu que dans le bas de Ghardaya, les axes transversaux qui montent vers la cité, ils s'arrêtent au bout de 100 mètres dans le plat. Mais ils font ce signe-là. Bnisgun, c'est dans la partie basse. Et ainsi de suite. Donc il y avait une logique. Hadia, vous n'aurez pas vraiment le temps de la voir dans le détail. Je crois que d'aller dans le bouquin. Les portes ne se font jamais vis-à-vis. Vous voyez donc toutes les réflexions sur les modalités d'occupation de l'espace et tout. Bilal Sahbi Jilali, comme chercheur et comme machin. Mais c'était extraordinaire. J'étais en plein dans le fait de faire ce genre de choses. Et en plus, comme j'étais... Bon, il se trouve que j'étais le patron. Mais à côté, j'étais à l'université, je pouvais avoir le recul et j'avais tout le temps sous les yeux non seulement une chose à absorber, à regarder comme architecte ou comme sociologue ou comme n'importe quoi, mais de plus, je pouvais me permettre le recul pour regarder ça et moi, en tant que sociologue, en tant qu'urbaniste, en tirer des leçons. C'est fantastique. Je l'ai toujours dit. Mais c'est magnifique. Et vous voyez qu'il y a une logique d'occupation de l'espace délicieuse. Regardez les réseaux d'eau et d'égout. Ils suivent. Vous me direz quelle banalité, si Dieu nous dit des banalités. C'est pas grave. Mais regardez comme ça date. C'est 1000 ans. Il y a 1000 ans de Bouzlouf là-dedans. C'est extraordinaire. Une ville agréable, faite simplement avec le respect de la nature. Voilà. Bon, logique de réseau 2. Bon, je crois qu'il y a des doublures. Hein. Mais parce que j'avais pas tellement l'habitude de faire l'étude de réorganisation urbaine. Je vous avais dit qu'on apportait des réponses sur le court terme. On s'est rendu compte d'une chose. Par exemple, donc au Piémont, il y avait Brida, l'Arba'a, etc. Li yaqra fi l'Arba'a, qui يربح الباك, يجي يقرا في الليسي, dans le meilleur des cas, في الحراش.
À savoir que Meller al-Harraj, c'est 10 km. Et les transports n'étaient pas extraordinaires. Mais Oula Ma'ndouch Zahar, il est affecté à Emir Abdelkader, c'est-à-dire le côté d'Alger, il drop 25 km. La même chose pour les pharmacies. Vous êtes à Cuba, vous voulez acheter un médicament à Marrakech, vous allez essayer de le trouver au Golfe, les Kagoul qui ont la présidence, vous finissez par atterrir à Didouche, vous passez par Belcourt, parce qu'il y avait à Belcourt, pour Didouche, à Ben Ramdan, pour trouver un médicament. C'était vrai pour les lycées et collèges, c'était vrai pour les pharmacies, c'était vrai pour les opticiens, c'était vrai pour n'importe quoi. Alors là, on a dit la logique générale, c'est comme la colonisation a produit une ville désarticulée au service du peuplement européen, mais qui est défavorisant pour la population arabe, hein, c'est dans la structure de la ville. On ne peut pas réfléchir comme ça, grille d'équipement à l'échelle micro simplement. Il faut réfléchir à la logique générale. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons établi, voilà une illustration. Pardon, hein? Je regarde. ما كاش دورنا باش نشوف لي بلاش. صح, merci. L'étude de réorganisation urbaine. Regardez la structuration de la ville telle qu'elle résultait de l'occupation coloniale. Hein? Tu veux que je m'arrête? Vous voulez que je m'arrête? Voilà deux cartes. Regardez, on voit suffisamment bien pour voir des flèches. C'est clair qu'il fallait couper les flèches. C'est-à-dire rapprocher les services des habitations. Les hôtels, là, on a mis des mairies partout, on a mis des lycées, collèges, des bureaux de poste, etc. Tous les quartiers d'Alger ont été équipés en fonction de cette logique. C'est l'action à court terme. Ça veut dire que pendant que vous préparez un plan sur le long terme et que vous répondez à des permis de construire, des localisations de programmes, etc., il faut mener une réflexion de fond. Il ne s'agit pas de... La solution dans l'unité de voisinage, elle n'est pas dans l'unité de voisinage Wahada. Elle est dans le 10 millième, elle est dans le 5 millième, elle est dans le millième. Et elle est aussi, en traitant le problème des accès piétons, y compris pour les personnes à mobilité réduite, elle est là-dedans. Il faut tout le temps franchir les échelles. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte de ce qui a été jeté aussi. Enfin, le فرق بيني وبينكم c'est qu'أنا à la limite شفت الجهل. شفت كيف دخل الجهل. مفروض علينا en prenant des allures techniques, en discriminant les disciplines. Le géographe يقول من عندي خرجته ما يهدرش مع l'architecte. L'architecte يعافر باش tout ce qui est urbanisme c'est lui. L'architecte urbaniste وحده. C'est de la folie. La séparation entre nos disciplines est mortelle. L'arrêt de la réflexion, les derniers séminaires de réflexion sur l'urbanisme, je dis bien, ont été organisés ici à Oran. J'ai eu la chance de me faire des copains d'ici à cette occasion. C'était à Kamastel, des trucs organisés par Gerloj, pendant qu'il était directeur de l'urbanisme au ministère. C'était le moment Nakash Turk. C'est là où tu as vu Cheshwa, Benjli, etc. Les sectarismes ont été éliminés, toutes disciplines confondues. Mais c'est extrêmement important, le franchissement des scènes, donc verticalement dans la réflexion sur les choses, dans la réflexion que nous menons chacun sur une chose. C'est pas qu'il y a une fouaga ou t'hata qui m'a trop l'eau. Il n'y a pas de fouaga, il n'y a pas de t'hata. Le même individu
les mêmes disciplines doivent franchir les échelles de la réflexion. La même chose, remettre l'isochronie à sa place, remettre l'homme, l'individu au centre de la réflexion. Je montre dans le truc bidonville qu'il y a toujours une rationalité, une logique impeccable. À l'approche bureaucratique de la planification des années 70, les gens ont répondu par la construction des bidonvilles. Attitude intelligente. Parce que lire pendant 3e année, 4e année de géographie, ou là en urbanisme, il une expression qui s'appelle le facteur d'agglomération. Les gens qui dans la bureaucratie travaillent sur les grilles d'équipement, c'est-à-dire aux échelles 500e, mais comme sur les grandes grilles de répartition des crédits qui se faisaient au niveau du plan à l'échelle régionale ou à l'échelle d'une ville, mais les Bneu Brarak, ils ont compris ils optimisent tout. كان في الدشرة تاعو ولادو يقدروا يروحوا للمدرسة، مي كي يلحقوا لسيونام جهنم بنته ما تعودش تقرا. لا بوغ elle a un début de 5 qui pointe ما تروحش. تبلاو عليها ما تقراش. الولد à quelle condition راح يقرا في سيونام؟ à 15 km. يقرا في الليسي c'est impossible. En allant en ville, يسكن في براكة qui n'est pas forcément pire que son gourbi. مرتو تروح لابوليكلينيك بلا ولادو يروحوا يقراو الجامعة اللي بعيدة لها 5 km. C'est une plaisanterie. Il faut être un paysan imbécile pour ne pas construire une baraque en bidonville. Et depuis 30 ans, وإحنا نسمعوا tellement نسمعوا فوضوي que fawdawi, anarchique et licite font partie du vocabulaire des universitaires. Vous imaginez un niveau de corruption intellectuelle, les universitaires qui essaient d'identifier objectivement les choses, qui se mettent à parler le langage de la stigmatisation, c'est affreux. C'est l'un des aspects de la dégradation de la réflexion sur l'urbanisme. Il faut revenir, maintenant que dans le monde il n'y a pas une méthode d'urbanisme qui n'est pas prospective. Et la prospective, ce n'est pas tracer des plans sur la comète. La prospective, c'est l'entente et le consensus pour un suivi d'un projet, un consensus sur un projet partagé. C'est la planification continue qui est mécanisme de la marque. C'est la participation, c'est-à-dire l'association, c'est horizontal. Tant que nous travaillons sur l'urbanisme comme un traitement foncier, en laissant le choix de la décision de qui décide de quel objet sera mis là, là ou là, c'est-à-dire de tous les facteurs qui font la ville, nous ne pourrons pas faire d'urbanisme. Vous voyez bien que tout ça, tout ce que j'ai exhumé ici, en faisant de l'archéologie, d'une certaine manière, nous préparait à nous adapter à la manière de faire de l'urbanisme moderne. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de remettre en scène la question des facteurs qui transforment la vie et que nous sommes censés étudier dans nos disciplines. J'espère que vous n'êtes pas aussi frustrés que je l'envisageais au départ. Merci de votre attention.